Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du zèbre. Donc j'avais expliqué dans une autre vidéo qu'il fonctionne soit sur un mode de cerveau et de cœur si effectivement le zèbre est entier, d'où l'importance qu'il soit entier effectivement pour se sentir bien. Pour moi il ne peut pas se sentir bien sans avoir cette partie cœur et cette partie cerveau qui sont tous les deux actifs, qui fonctionnent main dans la main si je peux dire. Cependant, il existe donc deux mécanismes de défense. Le premier étant que le zèbre se coupe de son cerveau. Donc là, ça arrive par exemple quand une personne est poussée à être surefficient. Donc ce sont des parents qui vont le stimuler très fortement, qui vont le mettre au centre de tout. Et justement, la personne en a marre d'être l'intelligent qui doit étudier, qui doit utiliser son cerveau, etc. Et va se centrer plutôt sur ses sentiments et donc du coup va faire un déni de son cerveau, va se croire bête, va ne plus faire de points terribles à l'école, etc. Donc d'une façon ou d'une autre, il se coupe de son cerveau pour se défendre et du coup va être plus dans les sentiments. C'est quelqu'un qui va donc être dans l'hypersensibilité, mais qui n'a pas conscience nécessairement de son intelligence, de son mécanisme, de son fonctionnement, qui refuse d'une façon ou d'une autre d'utiliser cette partie-là de lui-même parce qu'il refuse l'intelligence, parce qu'il ne veut pas se sentir au-dessus des autres. Il ne veut pas non plus être considéré comme une bête de foire, ne pas non plus rendre les autres jaloux, ne pas non plus être pointé du doigt justement parce qu'il fait des points qui sont plus importants que les autres et des choses comme ça. Du coup, c'est quelqu'un qui va ne plus développer son intelligence et qui, au contraire, va se centrer sur autre chose, généralement sur le relationnel et sur le sentimental. Et du coup, c'est une personne qui souvent est en échec scolaire ou qui est dans la moyenne et ne brille absolument pas d'un point de vue cérébral en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui a fait ça, évidemment ça reste toujours en partie au moins inconscient. La personne se sent bête, moins que les autres, n'a pas envie de se mettre au centre de l'attention et du coup pour ça évite d'utiliser son intelligence ou c'est simplement quelqu'un qui est beaucoup moqué dans sa façon de fonctionner, de penser, etc., qui a des idées originales mais qui sont manquées en classe, etc., pointées du doigt. Et donc ça crée un mécanisme de défense qui fait que on veut pas être comme ça et du coup on ne veut pas fonctionner avec son cerveau. Alors autre chose, le deuxième mécanisme de défense qui évidemment se fait dans un autre moment sur une autre personne. Enfin, ça pourrait être sur la même personne, mais enfin bon, là c'est plus compliqué. Généralement, c'est plutôt une autre personne. C'est plutôt quelqu'un qui va se couper de son émotionnel. Donc c'est au contraire quelqu'un qui va remarquer que ses émotions vont impacter très fortement sa vie relationnelle, sociale, etc. Ça va l'ennuyer. Ça va ennuyer aussi son fonctionnement cérébral. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple, obtient moins de points justement et remarque que les points sont moins bons quand il se passe quelque chose au niveau sentimental, qu'il y a du stress, qu'il y a un problème relationnel éventuel. Et tout ça fait que la personne se dit, le mieux c'est que je me coupe de mes sentiments et que je ne fonctionne qu'en mode cerveau. Et donc du coup, effectivement, c'est quelqu'un qui va briller à l'école, qui va éviter tout ce qui est relationnel, mais qui au contraire va étudier énormément, travailler énormément, lire énormément, mais va rester à distance des autres. Donc c'est deux mécanismes de défense qui peuvent se présenter justement quand la personne est moquée au niveau de ce qu'elle est, au niveau de son ressenti surtout, au niveau de sa créativité, au niveau de ses idées originales aussi. Mais du coup, c'est quelqu'un qui va fonctionner en essayant d'être dans la norme, en essayant de se couper une partie de soi. Donc les deux, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le zen ne peut être heureux qu'en étant en accord avec les deux parties de lui-même, donc autrement dit, sans se nier lui-même. Alors, ces deux mécanismes de défense sont aussi néfastes l'un que l'autre, on ne va pas spécialement les comparer, mais de toute façon, que ce soit renier son intelligence, ben c'est néfaste parce que vous allez peut-être louper votre scolarité, louper des opportunités et louper surtout votre potentiel. Alors que vous aviez des choses à développer, eh bien vous ne les développez pas, vous n'y prenez pas garde. Pire que ça, vous jouez aux bêtes de service, on va dire. Et c'est un jeu qui est plus ou moins conscient, mais qui ne l'est pas toujours. Et du coup, la personne peut se croire bête au point de se dire je ne serai jamais capable de faire ni études supérieures et ni même peut-être de réussir le niveau, ce qu'on appelle chez nous en Belgique le rénové, donc autrement dit l'enseignement classique. Du coup, forcément, cette personne peut regretter après coup, quand elle découvre sa surdouance, si à un moment donné elle le découvre, regretter d'avoir gâché son potentiel, avoir un regret justement de ne pas avoir fait d'études. C'est des personnes qui, évidemment, après coup, peuvent se mettre
en relation avec du coup leur cerveau pour donc se réconcilier avec cette partie de soi et en faisant quoi? Ben, parfois en reprenant des études ou en se lançant dans une carrière musicale, s'attelant justement à l'apprentissage de quelque chose que cette personne avait laissé de côté, qui lui tenait pourtant particulièrement à cœur. Mais c'était plus facile à ce moment-là. En tout cas, il y a un mécanisme de défense qui a fait qu'au niveau environnemental, souvent, il y avait vraiment des tensions énormes qui ont fait que c'était plus simple au final, entre guillemets, hein, plus simple, de renier cette partie de soi plutôt que de continuer d'être fidèle à soi-même et du coup de devoir batailler contre les autres éventuellement. Donc le zèbre est super empathique et c'est là un de ses problèmes aussi, c'est qu'au final il va prendre en compte énormément ce que l'autre pense et peu ce que lui-même pense, puisque surtout qu'il n'a pas très très confiance en lui. Du coup, si on ne lui a pas donné confiance en lui au niveau de l'entourage, évidemment, il y a parfois des parents qui donnent énormément confiance en eux, à ses enfants justement, et là ça peut le sauver, ça peut faire en sorte qu'il bataille et qu'il se dise non, non, je vais pas me couper de moi-même, donc ils ont plus de chances d'être heureux comme ça. Mais c'est aussi un parcours initiatique, hein. C'est pas nécessairement facile non plus de passer par ces étapes-là, mais bon, il vaut mieux passer par ces étapes-là et au final peut-être éventuellement fuir une situation dans le sens relationnel, donc c'est-à-dire si on n'est pas bien dans une école, accepter de changer d'école parce qu'on a compris que les autres ne nous acceptaient pas tels que nous sommes. Et au lieu de se couper soi-même, on décide de changer d'école. C'est pas vraiment une fuite en tant que soi, parce que c'est aussi courageux. C'est courageux d'être face à soi-même et de décider d'être vraiment soi-même. Évidemment, il faut y avoir qu'il y ait une base de confiance en soi pour que la personne puisse faire ça. Enfin, la plupart du temps, on peut dire que souvent, ces personnes-là ont un manque de confiance en elles, mais qu'elles arrivent quand même plutôt à le cacher. Et les parents ne se rendent pas nécessairement compte qu'il y a vraiment, vraiment un très gros manque de confiance en soi et du coup vont pas nécessairement renforcer ça. Ça peut être aussi des parents qui sont un peu distraits, qui ont leurs problèmes, enfin voilà, qui ont peut-être d'autres enfants avec qui, enfin je sais pas, le cas d'une personne par exemple qui a un enfant handicapé et qui a un enfant surdoué, ben forcément ils vont plus attribuer d'attention à l'enfant handicapé sans se rendre compte qu'en fait l'enfant surdoué avait peut-être besoin d'autre chose, de quelque chose de particulier aussi, d'une attention particulière qu'il n'aura éventuellement pas reçue. Et donc ça va créer aussi donc un manque de confiance en soi qui va non pas être créé réellement parce que l'enfant surdoué généralement n'a pas confiance en lui, il doute en permanence, il est lucide donc il doute de lui-même parce qu'il voit ses défauts, il les voit tellement que ça provoque le manque de confiance en soi et quand ça n'est pas renforcé par la famille, que rien n'est fait justement pour recourir à ce souci, et bien dans ce cas-là, effectivement, la personne va développer davantage ce manque de confiance, va le cultiver quelque part, et ça va s'ancrer dans la personnalité, hein. Donc, du coup, ça veut dire que la personne aura plus tendance d'utiliser des mécanismes de défense plutôt que de combattre une situation, de chercher des solutions, de suffisamment avoir confiance pour justement trouver d'autres manières de faire que de se couper de soi. Donc aussi, le fait d'attribuer plus d'importance au jugement de l'autre, c'est aussi ce manque de confiance en soi qui va faire qu'on réagit comme ça en fait. Et donc du coup, on va se couper soit de son cerveau, soit de son cœur. Si on se coupe de son cœur, ben on va se couper évidemment, on va fonctionner plus en mode robotique. On va se couper de ses émotions, de ses sentiments. On va leur dénier la place qu'ils méritent. Donc c'est-à-dire on va se renier soi-même. Ah non, finalement, je ne ressens rien, ou je ne sais plus ce que je ressens. On va arriver vraiment à un état comme ça, où on se nie soi-même, au point de plus savoir vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on veut, qui on est au fond. Et vous avez des personnes comme ça, qui généralement, ça fait en sorte que on arrive à une sorte de burn-out émotionnel, dans le sens où on renie les émotions tellement, tellement fréquemment, qu'au final, on arrive à une sorte de néant. Je ne veux plus penser, je ne veux plus être, je ne veux plus à avoir ce type de sentiment, ces émotions, cette sensibilité. Et donc on se nie soi-même, on essaye de se couper d'une partie importante de soi. Euh, Se couper de son intelligence, c'est vraiment tragique au niveau de l'école, au niveau de son potentiel, au niveau de sa créativité, à beaucoup de niveaux évidemment. Se couper de son cœur, c'est vraiment se couper de sa partie humaine aussi, hein. Donc c'est fonctionner que en mode intellectuel. Oui, je réussis dans les études, oui, je réussis à ce niveau-là, mais j'arrive pas à développer les relations, je n'arrive même pas à développer une relation à moi-même, ce qui est beaucoup plus tragique. Et donc du coup, forcément,
la personne qui devient comme ça va naître à un autre moment, va naître après un burn-out. Donc on peut distinguer deux formes de burn-out en fonction de ces deux types de mécanismes de défense. Le premier étant le burn-out plutôt lié à la négation de ses sentiments. Donc, parce que évidemment, on utilise énormément d'énergie, et ce, tous les jours, tous les instants, pour maintenir sous contrôle ses sentiments, cette hypersensibilité, ce relationnel, etc. Euh, et de l'autre côté, c'est plutôt un burn-out d'ordre intellectuel. Donc, c'est-à-dire qu'on va aussi mettre une pression énorme pour que le cerveau ne sorte pas, on va faire l'imbécile, on va fonctionner justement en mode hyper émotif, et alors plus facilement faire des décompensations, des crises de nerfs, des dépressions, des crises de colère régulières. Et donc c'est une autre sorte de burn-out où on est épuisé par ses sentiments, épuisé par cette hypersensibilité justement qui a pris toute la place, hein. Quand l'un n'est pas équilibré par l'autre, si vous voulez, vous êtes de toute façon généralement dans la procrastination. Soit une procrastination relationnelle, vous n'arrivez pas à faire de relation ni à vous-même ni aux autres. Donc c'est une forme de procrastination aussi, hein. On n'arrive pas à avoir des amis, on n'arrive pas à se mettre en marche. On devient évidemment aussi possiblement une personnalité évitante dont j'ai déjà parlé. Donc, on se met à distance de tout, des relations, des émotions, des ressentis, de la nature, des animaux parfois. Donc, ça peut être extrême, ce qui crée un, un vide intérieur qui va être lié forcément à une dépression, mais une dépression qui est particulière parce qu'en fait, elle est vraiment signée par le néant. Donc, le je ne veux pas ressentir, je ne sais pas qui je suis, je ne veux pas le savoir. Je mets une pression pour ne pas que ça ressorte, pour ne pas que ça apparaisse dans ma vie. Je ne veux pas de ça, de cette partie de moi. Comme je me nie moi-même, je me retiens tout le temps en permanence dans ce que je suis. Donc, je ne peux pas être naturel, je ne peux pas être enfantin, je ne peux pas être créatif. Et donc, je procrastine parce que je ne sais pas utiliser ma part créative, mes émotions, ma sensibilité, etc. Tout ça, je ne sais pas utiliser. Donc, je suis en mode robot. Je répète des choses qu'on m'a apprises. J'ai peut-être une très bonne mémoire, une façon de compter extraordinaire, mais en dehors de ça, je ne peux pas avancer avec ça. Je ne peux pas faire de projet, parce que pour ça, j'ai besoin de mon cœur, hein. C'est vraiment le cœur qui fait qu'on s'engage dans une action, qui fait qu'en fait, on crée une entreprise, par exemple, que l'on crée aussi un avenir professionnel, quel qu'il soit. Donc, au niveau scolaire, à un moment donné, ça peut bloquer parce qu'on est dans quelque chose d'uniquement robotique. De l'autre côté, quand vraiment on fait un burn-out parce que on est en train de nier son intellect, évidemment, ça, on va rester dans une procrastination qui est liée à des peurs. Donc, il y a des angoisses qui vont prendre le dessus parce que l'hypersensibilité a pris le dessus, et l'hypersensibilité n'est pas contrebalancée par des mécanismes intellectualisés. Donc, il n'y a déjà pas possibilité de tamiser ces émotions-là. Au contraire, on est vraiment le fruit de ces émotions. Au final, tout ça est assez basique. Autrement dit, on ne peut pas non plus créer de projet parce qu'on a toute une série de sentiments, d'émotions, etc. Mais comme on n'a pas l'intellectuel pour mettre en place les choses, tous les mécanismes mis en place manquent, et alors on devient une personne généralement qui se met à charge des autres, qui se laisse guider par les autres, parce que nous, on ne sait pas trop bien comment guider ses émotions, on a peur de tout, on se met aussi en retrait justement par rapport à tout ce qui est intellectuel, on a peur de d'échouer dans telle ou telle tâche, et la peur d'échouer, bien forcément, ne pousse pas à l'action, ne pousse pas non plus à réaliser des choses. Donc c'est deux formes de procrastination complètement différentes, deux types de dépression aussi par le vide, hein, complètement différentes. L'un plutôt anxiogène, donc là la personne en contact avec ses sentiments et qui nie son intellectuel, sont justement ces personnes-là qui vont dire je ne suis pas surdoué, je ne peux pas accepter qu'on me dise intelligent. Donc ils ne vont pas utiliser cette intelligence-là parce qu'ils n'ont pas identifié leur potentiel. Donc à l'âge adulte, ce sont des personnes qui ont erré pas mal de temps en fait, et qui sont hypersensibles et qui sont enfermées dans leurs sentiments, dans leur angoisse. Généralement, ce sont des personnes qui deviennent phobiques, hein, phobiques sociales. Enfin, ça peut se concentrer sur
Ça peut être autre chose que social, hein. Les peurs peuvent se concentrer sur autre chose, la peur de soi parfois, hein, et en fait un manque de structure de ces émotions-là. Donc on ne sait pas identifier pourquoi je me sens mal. Je déprime mais je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un type de dépression du surdoué, vraiment typique. L'autre, c'est plutôt je suis en mode hyper intellectuel et donc je me suis reniée. Donc là, c'est plutôt une dépression par le vide. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas identifier mes sentiments, je ne sais pas mettre des mots dessus. Je suis perdue parce que je ne sais pas où est mon cœur. Et forcément, si j'accepte pas de prendre en considération mon cœur parce que j'estime que ben non, c'est pas assez bien, parce que ça a été renié, parce qu'on m'a dit en gros de ne pas pleurer, de ne pas montrer mes sentiments, de ne pas avoir des sentiments de colère éventuels et tout ce qui est amour, affectivité, on a peur de rentrer en contact avec l'autre, on a peur de l'autre, on a peur de soi-même, on a peur de découvrir en soi des choses qu'on n'imaginait pas, comme justement un manque d'empathie, comme justement le côté sombre de l'être humain qu'on a tous, hein. Donc on a tous un côté qu'on n'a pas envie nécessairement de découvrir. On n'a pas nécessairement envie de savoir qu'on est timide, qu'on est inefficace socialement parfois. Donc tout ça, ça va poser problème à cette personne-là qui va refuser du coup de ressentir les choses. L'un refuse de penser, l'autre refuse de ressentir, et on est tous les deux donc dans une sorte de dépression par le je ne veux pas de cette partie de moi, donc par le vide. Donc l'un ne sait pas ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Enfin voilà, il y a une impossibilité à mettre des mots sur les choses généralement qui est problématique et qui va se faire vraiment dans l'ordre du je suis uniquement dans quelque chose d'intellectuel. Donc ce sont des personnes qui vont travailler comme des sots et qui vont arriver à un burn-out professionnel parce que ce qu'ils font n'a pas de sens pour eux, parce qu'ils ont oublié leur cœur sur le bord du chemin, donc ça n'a pas de sens. Ils vont arriver vraiment à ce qu'on appelle un burn-out professionnel. Généralement, quand on parle de burn-out, c'est celui-là qui est reconnu, mais en réalité, c'est une négation de ses sentiments, hein. C'est je n'ai pas pris en considération mon cœur, et donc du coup, j'ai continué comme ça contre moi-même. J'ai continué à m'épuiser en réalité, hein. Là, on ne construit rien tant qu'on ne sait pas mettre en place son cœur. Donc il faut deux choses pour réussir et professionnellement et sentimentalement, c'est être en accord à la fois avec son cœur et à la fois avec ce côté cerveau. Alors tout de suite après ce podcast, je vais parler du couple cerveau-cœur. Donc qu'est-ce qui se passe quand deux personnes comme ça qui ont utilisé ces mécanismes de défense-là, qui se rencontrent? Et vous verrez qu'il y a des théories qui disent que ça peut fonctionner et moi je vais démentir ça. Donc on se retrouve tout de suite dans le suivant podcast. Donc je vous remercie d'avoir écouté celui-ci et je vous invite à écouter le suivant.